Donc, j'ai intitulé Vie et mort de la variole, de l'Antiquité au monkeypox. Et l'idée, c'est de vous décrire un fléau terrible de l'humanité depuis sa naissance à la lumière des découvertes historiques, mais surtout des découvertes archéobiologiques, jusqu'à la disparition en 1980 de la variole. Alors là, vous voyez une photo une reproduction d'un tableau montrant une vaccination avec la vaccine de bras à bras, ce qui est la vaccination générienne. Ce petit geste a permis de sauver des millions de gens, des dizaines de millions de gens. J'ajouterais que l'éradication de la variole est basée sur trois choses. Une découverte, celle de la vaccine, c'est-à-dire que le Copox rend résistant à la variole, et deux innovations. La première, c'est la, la vaccination animale, c'est-à-dire qu'on peut maintenir actif la vaccine en le passant chez la génisse, ce qui est un point fondamental pour permettre de disséminer la vaccine dans le monde. Et la deuxième innovation, c'est un Américain qui s'appelle Foggy, qui a montré l'efficacité de la ring vaccination par rapport à la vaccination de masse. Donc là, je vous ai dit les points les plus importants pour cette histoire. Alors la variole, c'est une maladie terrible. C'est une maladie qui tue à 30%. Je signale que le Covid, c'est 0,6%. Le Covid a fait 20 millions de morts. La variole, au seul 20e siècle, de 1900 à 1980, a fait plus de 300 millions de morts. Et vous voyez, l'évolution de la maladie, ça commence après une incubation complètement silencieuse de 14 jours, 14-15 jours. Ça commence par une fièvre à 40. Et puis ensuite, au troisième, quatrième, on ne peut pas faire le diagnostic quand il y a la fièvre à 40. Ça dure 3-4 jours et le diagnostic est fait au troisième, quatrième jour quand apparaît l'éruption. C'est une éruption vésiculeuse qui progressivement va s'aggraver et devenir pustuleuse. Et la plupart des patients vont, comment, qui survivent vont évoluer comme cet enfant à J20 avec des séquelles terribles. Et la mort survient habituellement, pour les 30% qui vont mourir, elle arrive habituellement vers le 10e jour, 9e, 10e jour à peu près. Alors, le point important, c'est que les survivants, ça c'est la première observation, sont totalement résistants à la variole et pour la vie entière. Et le deuxième point important, qui n'a pas été déterminé historiquement, mais qu'on sait maintenant, c'est qu'il n'y a pas de porteur sain. Ça, c'est vraiment deux points fondamentaux qui vont expliquer l'évolution. Donc, alors les séquelles, voilà les séquelles, c'est des cicatrices indélébiles qu'on garde toute sa vie. Certains sont défigurés comme cette dame, ou surtout, c'est une grande cause de cécité. Quand il y avait la variole un peu partout dans le monde, on avait des T qui se formaient euh, sur le, sur l'œil et qui entraînaient des cécités. C'était une des causes majeures de cécité au XVIIIe et au XIXe siècle. Alors, il faut dire aussi qu'il y existe deux varioles. Une variole majeure, qui est celle que je viens de vous raconter, et puis une variole mineure, qui donne exactement les mêmes signes, c'est-à-dire une fièvre à 40, une éruption, et seulement ils ne meurent pas. Et en plus, ces patients peuvent déambuler. Alors que lorsque vous avez une variole majeure, au bout de 2 jours, vous êtes au lit, vous ne pouvez plus bouger jusqu'à la mort. Et donc, cette variole mineure, elle nous montre d'abord la flexibilité génétique du virus, et elle vient d'Afrique. Et elle a été importée en Floride, et puis à partir de l'Afrique du Sud, elle a été emportée, et elle a, à la fin du 19e siècle, submergé, c'est peut-être une bonne chose, hein, submergé le continent américain, mais aussi le continent africain, où la variole mineure a prédominé dans les années 30-40, mais la variole majeure est restée sur tout le continent asiatique, en particulier l'Inde, la Chine. Et cette distinction est importante pour l'évolution. Alors on l'appelle alastrin,
la variole mineure. Alors, les premières descriptions cliniques de la variole, il y a des descriptions cliniques dans les livres hindous d'il y a 1000 ou 2000 ans, mais c'est des descriptions qui correspondent probablement à d'autres maladies. On ne peut pas affirmer qu'il s'agissait de la variole. En tous les cas, ça n'entraînait pas la mort. Les premières descriptions qui ressemblent à la variole qu'on a connue jusqu'au XXe siècle, c'est une description de Shruruta, qui est dans la médecine ayurvédique au 1er et 2e siècle de notre ère. Donc les premières descriptions, ça date du début de notre ère. Puis, on a une description de Ko Hung, un médecin taoïste chinois au IVe siècle, dans son manuel des prescriptions d'urgence. Enfin, on a la description surtout du perse Racès, qui au IXe siècle a écrit un livre qui s'appelle De Variola Lia et Morbillis, qui distingue la variole de la rougeole. Jusque-là, on confondait probablement les deux maladies. Et il introduit aussi la notion de contagiosité et il préconise l'isolement des patients. Ça, c'est la première, c'est vraiment la description la plus importante qui va, sur lequel toutes sortes d'autres auteurs, Avicenne, de Villeneuve, etc., jusqu'à Fracastor, vont se baser sur les travaux de Racès. Alors, je vais vous décrire d'abord l'expansion de la variole dans l'Ancien Monde à partir des sources historiques. Puis je vous ferai l'expansion au Nouveau Monde et ensuite on passera au virus un peu plus tard. Alors l'expansion de la variole, tout semble avoir commencé d'après les sources historiques, là où j'ai mis la flèche, c'est-à-dire dans le delta du Gange avec une énorme population déjà. Et à partir du delta du Gange, mais vous verrez que ça ne vient pas en réalité de là, mais ça, c'est les sources historiques. La variole a gagné la Chine, où elle a énormément sévi, puis vers le 6e siècle de notre ère, elle a atteint le Japon, et puis elle a atteint aussi l'Indonésie, etc. Enfin, tout ça peut être détaillé. Et elle a, à partir du foyer indien, elle a atteint la mer Rouge et l'Égypte. Et on a des momies égyptiennes, on n'en a que 3, hein, qui présentent des signes indubitables de variole, probablement le Moyen-Orient. Et puis à partir de la conquête arabe au 7e, 8e siècle, elle a atteint le Maghreb, et puis ensuite elle a été jusqu'à l'Espagne, et elle a atteint également, à la même époque à peu près, Grégoire de Tours, 6e siècle, 7e siècle, elle a atteint l'Europe. Et elle a ensuite sévi dans l'ensemble de l'Ancien Monde. Alors on a, comme source historique, on a d'abord des gravures anciennes chinoises qui montrent une variole typique chez cet enfant. Et puis on a la fameuse momie de Ramsès V qui est mort à 40 ans en 1157, moins 1157. Et alors on ne retrouve que 3 momies égyptiennes sur plusieurs 10 000 ou 20 000, ce qui prouve que la variole était peut-être sporadique. Alors, il y a des données histologiques, etc. On n'a pas la preuve par l'ADN dans ce cas-là, mais c'est hautement probable pour de multiples raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer. Ensuite, on a une peste, on a 2 pestes. Vous savez que l'Empire romain a permis de déployer des routes et donc avec une augmentation de la population. Mais la première épidémie importante de variole pourrait être, parce que c'est encore contesté, certains historiens pensent que c'est la variole, d'autres ne pensent pas. C'est une c'est une épidémie qui est apparue au Pirée au 5e siècle, enfin en 430 par là, et elle venait d'Éthiopie. Elle a atteint ensuite le Pirée, elle a atteint Athènes, qui était la plus grosse ville de l'époque en Europe, 200 000 habitants, et elle a atteint toute la région. Maladie très contagieuse, mortelle en 7 à 10 jours, 30% de mortalité, d'après Thucydide. Thucydide l'avait lui-même attrapée et il l'a très bien décrite. C'est une éruption ulcéreuse. Alors ça, c'est très en faveur de la variole parce qu'il y a peu
d'éruptions qui deviennent ulcéreuses. Il y en a quelques-unes, mais très très peu. Et elle atteint les extrémités, ce qui est aussi une caractéristique. Elle peut entraîner une nécrose d'un pied. Ça, c'est un problème qu'on appellerait ça aujourd'hui tempête cytokinique ou un truc comme ça. Et puis, mais il n'y a pas de cicatrice. On ne signale pas de cicatrice et il y a une atteinte du bétail. Or, la variole est strictement humaine. Donc, c'est ce qui fait douter un peu. Mais Galien et Racès étaient persuadés que c'était la variole. Il y a 2 ou 3 grands historiens, comme les Littmann, par exemple, qui pensent que c'est effectivement la variole. En revanche, il n'y a pas de doute pour ce qui concerne la peste antonine. Alors, la peste antonine, elle a commencé en 165 en Asie mineure. Elle a atteint tout l'Empire romain, l'ensemble de l'Empire romain qui allait de l'Angleterre actuelle jusqu'à l'Iran et presque jusqu'en Inde. Et elle a atteint donc l'Asie mineure, l'Égypte, le Moyen-Orient, sous le règne de Marc Aurèle. Rome a été atteinte en 166, avec propagation vers l'ouest par vagues jusqu'en 191. La première vague, entre 166 et 169 de notre ère, elle frappe donc les pays que j'ai décrits. Et à Rome, il y a eu 300 000 cas de variole et 50% de mortalité, une très forte mortalité. J'ai oublié de dire que dans certains cas, la mortalité peut atteindre 80% ou 90%, mais j'y reviendrai avec l'Amérique. Et puis, l'atteinte de l'Amérique. Le co-empereur Lucius Verus, ils étaient 2 empereurs, Marc Aurèle et Lucius Verus, est mort de la variole à ce moment-là. La deuxième vague a atteint Alexandrie en 178 et puis Rome, à nouveau, elle a fait 30 à 50% de mortalité. Et Galien décrit cette nouvelle maladie. Il a soigné plusieurs personnes qui avaient la variole et il décrit très bien, sans donner, il écrit dans plusieurs livres des fragments, mais il décrit tout à fait une maladie après une incubation dont on meurt en 10 à 15 jours avec une éruption ulcéreuse. Et voilà les traces historiques de la pandémie de la peste antonine. En rond, vous avez les inscriptions, vous avez en carré les papyrus et en triangle les textes. Et vous voyez, l'ensemble de l'Empire romain de l'époque a été atteint. Alors c'est dû au fait qu'il y avait une libre communication et que les gens circulaient énormément dans cet empire par voie maritime ou terrestre. Alors, la Gaule a été pour la première fois atteinte avec des traces historiques. C'est Grégoire de Tours qui, dans l'histoire des Francs, au 6e siècle, dit que la maladie atteignait les adultes et les enfants. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que la maladie n'était pas endémique. Quand la maladie devient endémique, elle n'atteint plus que les enfants. C'est une maladie des enfants quand elle est endémique, c'est-à-dire que le virus circule en permanence dans la population, mais pour qu'il circule, il faut que la population soit suffisamment dense. Et si vous avez une population inférieure à 200 000 habitants, on sait que le virus va s'arrêter et que l'épidémie disparaît définitivement. C'est pour ça qu'il est rare que l'épidémie devienne endémique dans des îles de petite taille, comme ça a été décrit en Islande, par exemple. Alors, au moment des croisades, la conquête arabe a disséminé la variole dans le Maghreb et dans tout jusqu'en Espagne et même jusqu'en Gaule, de façon éphémère. La population n'était pas encore très importante et la conquête arabe aussi l'a disséminée vers la Perse, etc. Les croisades ont favorisé les échanges avec l'Orient et donc à partir de foyers moyen-orientaux. Et donc, les croisades ont entraîné une forte recrudescence de la variole au XIe et XIIIe siècle. Mais c'est au XIIIe siècle que la variole devient endémique. C'est-à-dire qu'elle n'atteint plus que les enfants, sans atteindre les adultes. Pour une raison simple, les adultes qui ont survécu, c'est quand même 70%, sont totalement résistants pour le reste de leur vie. Et les enfants qui arrivent n'ont pas d'immunité. Et donc, c'est eux les cibles privilégiées. Alors, l'ensemble de l'Europe était atteinte. En plus, il y avait une forte augmentation de la population
entre le Xe et le XIIIe siècle qui fait que le virus avait sa masse critique pour pouvoir survivre et circuler. Alors jusqu'à la Renaissance, on considérait, ça c'est très curieux, on considérait, en particulier Fracastor l'écrit, que la variole, c'était une maladie bénigne de l'enfant. Maladie bénigne de l'enfant. On a peut-être des réponses à cette observation. Alors il y a eu un tournant, je parle toujours de l'ancien monde, au XVIIe et au XVIIIe siècle. La variole devient beaucoup plus meurtrière. Alors, est-ce que c'est les guerres, la guerre de 30 ans au XVIIe siècle, les multiples guerres? Impossible. La mortalité était de 20 à 40% et elle touchait toujours surtout les enfants. Donc, la variole semble avoir une reprise épidémique que l'on ne voyait pas au XVIe et qu'on voit au XVIIe. Il y a eu la guerre de 30 ans et au XVIIIe siècle et elle touche les enfants. Alors, je ne vous fais pas la suite parce que la suite, c'est la vaccination et l'inoculation que je ferai un petit peu plus tard. Alors, la variole est endémique en Europe et vous voyez, elle atteint au XVIIIe siècle essentiellement les enfants. Voilà ici une statistique sur les cas de variole, je crois que c'est en Angleterre. Vous voyez, 70% des cas, c'était des enfants de moins de 2 ans. Et après, vous voyez, les adultes, c'était très peu, c'était 4, 5%, 3%. Et puis, c'est une maladie saisonnière. Elle atteignait, comme vous le voyez ici, ça, c'est des statistiques, il y a de nombreuses statistiques saisonnières dans une ville allemande, une ville de Kirk, où on a les registres paroissiaux et on voit qu'on a un pic au printemps et à l'automne. Donc, en Europe, à ce moment-là, il y avait 200 à 600 000 décès annuels. En Angleterre, 45 000 décès par an. En France, 60 000 décès répertoriés. Et la variole représentait 10% de la mortalité totale au XVIIIe siècle. Alors, la mort de Louis XV, mais aussi de très nombreux autres euh, euh, leaders, enfin monarques, le grand dauphin, le fils, le grand-père, je crois, de Louis XV, et puis deux de ses filles, qui étaient des filles jumelles, sont mortes très jeunes de variole. La reine d'Angleterre, Marie II, l'empereur, etc., de très nombreux personnages ont été atteints par cette maladie. Alors, l'expansion, ici j'ai fait une faute, je crois, c'est dans le Nouveau Monde, j'ai fait la diapo tout à l'heure, mais donc l'expansion dans le Nouveau Monde. Alors, le Nouveau Monde ne connaissait pas la variole, connaissait la tuberculose, mais ne connaissait pas le paludisme, ne connaissait pas la fièvre jaune, etc. Et tout ça, c'est à cause de Christophe Colomb, qui en 1492 découvre la, l'Amérique et ramènera en passant la syphilis probablement en Europe. Alors, euh, c'est vraiment le choc d'un continent, d'une maladie sur un continent vierge, en quelque sorte une population non immune, très concentrée dans la Mésoamérique, très dispersée, un, un, une population très dispersée de 2 ou 3 millions dans le continent nord-américain, de 25 millions au Mexique et de 15-17 millions au Pérou, si je ne me trompe pas. Donc, à partir de 1503, on a un rapide déclin des populations indiennes dans les Caraïbes. Et il convient, pour pouvoir faire marcher les plantations et les mines, d'importer des esclaves. Donc on importe des esclaves d'Afrique. L'esclavage commence à ce moment-là. Et la première intrusion, on a une intrusion en 1507 de la variole, mais qui n'a pas eu de conséquences épidémiques importantes. En revanche, en 1618, des esclaves importés par les Portugais, qui étaient les grands maîtres de l'esclavage au début, transatlantique, en 1518, on a eu une épidémie à Haïti qui a tué 50% de la population haïtienne de l'époque. Et en 1519, euh, Narvaez, qui était un général espagnol qui devait aller arrêter Cortés, le dissident, il amène un esclave africain dont on a le nom et qui était en incubation de variole. Et la variole
atteint quelques soldats espagnols et va ensuite disséminer dans la population des Aztèques, entraînant, ravageant littéralement. Et par exemple, en 1521, Cortés a repris Tenochtitlan sans combat, avec quelques dizaines d'hommes, parce que la population mourait dans les rues. C'était épouvantable. En 1525-1527, la variole atteint le Pérou, donc bien avant la conquête par Pizarre, qui arrivera qu'en 1532, donc il y avait des communications importantes. Et puis, la variole a décimé cette population amérindienne avec 85% de cette population, comme je vais vous le montrer dans quelques instants. Alors, le génocide, c'est un génocide des Indiens qui était extrêmement sensible aussi génétiquement. Et vous voyez, il a été représenté ici par c'est des chroniqueurs espagnols qui ont dessiné ces victimes aztèques au XVIe siècle. C'est dans le cortex de Vienne, il y a un codex, je veux dire, de Vienne. Et puis, on a aussi dessiné donc, cette mortalité des Amérindiens qui pouvait monter jusqu'à 80-90%. Là, je vous ai dessiné l'effondrement de la population. Alors, c'est un effondrement vraiment impressionnant. La population, il y a différents chiffres, mais on admet habituellement que la population de l'Amérique dans son ensemble était de 72 millions de personnes, et concentrée surtout au Mexique, avec 25 millions, un peu moins au Pérou. Eh bien, en 1800, il n'y avait plus que 600 000 populations d'origine indienne. Et pour la population du Mexique, on est passé en 1600, donc très rapidement, à 1,1 million. Et alors, il n'y a pas que la variole, il y a d'autres maladies, la rougeole, la coqueluche, la grippe, le cococlitz. Alors, le cococlitz, c'est une maladie c'est des épidémies terribles qui ont eu lieu au XVIe siècle, deux grandes épidémies, mais qui n'étaient pas dues à la variole. On a pu montrer que c'était probablement dû, il y a eu plusieurs papiers récents, que c'était dû à un arénavirus. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi. Et la fièvre jaune a été introduite aussi, et le paludisme. Le paludisme, à ma connaissance, n'était pas présent en Amérique, car toutes ces maladies ont été amenées par les esclaves, par ce trafic d'esclaves qui a commencé par les Portugais, puis les Français, les Espagnols, les Anglais, les Néerlandais ont massivement déporté des esclaves. Par exemple, les chiffres entre 1536 et 1867, c'est de 12,5 millions d'Africains qui ont été à bord de ces navires, et il n'y avait que 10,7% qui sont arrivés vivants. Les autres, ils mouraient en 3 mois, la plupart du temps. 15% de mortalité, c'est un trafic épouvantable. 15% de mortalité lors du voyage. Alors, vous voyez comment ça se passait. Ça, en bas, c'est une photo de 1880 à Zanzibar. Il y avait encore des esclaves qu'on vendait sur des marchés. En haut, le système était que les Portugais ou les Espagnols ne rentraient pas dans les terres, pour une raison simple, c'est qu'ils mouraient très rapidement s'ils rentraient dans les terres, parce qu'ils attrapaient toutes sortes de maladies. Et donc, c'était des Africains, en particulier dans la région du Congo, mais ailleurs aussi, qui faisaient des razzias contre leurs ennemis, qui ramenaient ces esclaves dans des comptoirs portugais ou espagnols, et on ramenait ensuite sur ces bateaux. Vous voyez, là, ces bateaux montrent, vous avez peut-être vu ça à Nantes ou ailleurs, on montre la place des gens. Vous voyez cette promiscuité, ils étaient enchaînés, ils étaient les uns contre les autres. Il y en avait 300 à 400 par bateau. C'était quand même quelque chose de terrible. Voilà. Alors, ce trafic d'esclaves a ramené d'abord. Alors, on pense que c'est surtout les esclaves africains qui ont amené la variole. Les Espagnols pouvaient l'amener, mais le voyage durait 6 mois, 6 semaines à 8 semaines, souvent, parfois plus, parfois moins. Et donc, on pense que majoritairement, c'est la traite négrière qui a amené en 1507, 1518, 1520, 1525, vous voyez, pour le Pérou, 1554 pour le Chili, et puis le Brésil un peu plus tard, et ensuite les colonies
au fur et à mesure que les 13 colonies de des futurs États-Unis se sont formées, ils ont importé des esclaves africains qui ont fait que la maladie s'est disséminée dans toute l'Amérique du Nord. Mais beaucoup moins vite parce que cette population était assez disséminée et ce n'était pas du tout la même cinétique que ce qu'on observait au Mexique. Alors, la variole a ensuite suivi les chemins de la colonisation, c'est-à-dire l'Afrique et l'Océanie. L'Afrique, eh bien, au 7e siècle, il y a eu l'envahissement, les musulmans, la vague de l'islam qui a conquis le Maghreb. Au 12e siècle, comme il y avait beaucoup de rapports avec l'Inde, le 12e siècle, toute la côte est était contaminée par la variole. Seulement au XVIIe siècle, l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, je veux dire, et puis le golfe du Mexique, c'est surtout à partir du XIIIe siècle, mais on n'a pas d'écrit et on ne sait pas ce qui a pu se passer avant, mais on pense que c'est un peu plus tardif. L'Océanie, c'est beaucoup plus tard, c'est au XVIIIe siècle. Vous savez que, par exemple, l'Australie a été colonisée en 1787 et dès 1789, 2 ans plus tard, il y avait des cas de variole. Alors, peut-être que ça venait d'Indonésie où il y avait la variole ou d'Inde, c'est pas impossible. Vous voyez, les Marquises, Hawaï ont été colonisées beaucoup plus tard, mais il n'y avait jamais d'endémicité parce que les populations étaient trop peu importantes. On avait une épidémie, beaucoup de morts, et puis après, c'était terminé jusqu'à un prochain contact 10 ans ou 20 ans plus tard. Alors, il fallait lutter contre ce fléau extrêmement craint par la population, à juste titre, et il y avait 2 moyens de lutter qui sont apparus. L'inoculation, c'est-à-dire la variolisation d'une part, et la vaccination d'autre part. Alors, l'inoculation, je ne parlais que d'inoculation pour éviter variolisation, et a été introduite en Angleterre par Lady Montagu en 1721. Alors, c'est une jeune femme qui avait beaucoup souffert de la variole. Elle avait été elle-même défigurée par la variole. Elle avait perdu son frère de la variole et elle avait une crainte. Elle avait 2 enfants. Elle avait une crainte, c'est que ces 2 enfants attrapent la variole avec les conséquences terribles s'ils survivaient, mais aussi la mort éventuelle. Eh bien, l'inoculation, donc, c'était la femme de l'ambassadeur et elle a appris le turc et elle parlait turc. Et donc, elle se promenait dans Istanbul et elle a entendu cette histoire que pour protéger les petites filles de Circassie, vendues par leurs parents pour peupler les harems du Moyen-Orient, eh bien, on les inoculait avec la variole. Et c'est de là qu'est parti. Alors, de plus, il y avait 2 publications en Angleterre provenant de médecins italiens et grecs qui travaillaient à Istanbul, expliquant la technique d'inoculation. Et donc, Lady Montagu a développé, a initié les Anglais à cette vaccination, a réussi à convaincre, je n'ai pas le temps de raconter toute l'histoire, mais à convaincre la princesse de Galles de vacciner ses enfants. Elle a fait vacciner ses 2 enfants et elle a convaincu la princesse de Galles, qui après beaucoup d'hésitation a variolisé ses enfants. Et puis, conjointement, il y avait indépendamment, la même année pratiquement, un puritain, comment on dit, un prêtre, un clergyman à Boston, Cotton Mather, qui lisait beaucoup. Il connaissait les publications de Timony et de Pieralini, et il a décidé de développer, d'inciter la population à se faire varioliser pour éviter. Il y avait beaucoup d'épidémies régulières à Boston, importées à partir des bateaux, et il a donc la variole s'est disséminée, la vaccination s'est disséminée, pardon, l'inoculation s'est disséminée, d'une part vers le Mexique, les lignes jaunes, le Mexique, le Pérou, etc. Ça, c'est l'expédition Balmis-Salvani dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Et puis, en provenance également d'Afrique, vers Boston, parce que ce pasteur avait un,
un esclave noir ghanéen qui s'appelait Onesimus. Et Onesimus, au moment de l'épidémie, il disait, moi, je ne risque rien, on m'a inoculé du pus de variole et je suis complètement humain, montrant que cette pratique était utilisée depuis des siècles en Afrique, en Inde et en Chine également, depuis le XIe siècle en Chine. Alors, je n'ai pas le temps de raconter tout ce qui a pu se passer aux États-Unis, mais il y a eu donc une dissémination progressive de la variole dans les 13 colonies qui étaient infectées à la suite de l'importation souvent de, d'esclaves noirs qui étaient en incubation. Et cette variole a été utilisée de nombreuses fois comme une arme biologique à l'époque. Et au siège de Boston, le général britannique Howe a fait varioliser ses soldats et il a forcé la population à se faire varioliser et il a expulsé tous les opposants parce que un des points importants de la variolisation, un des points négatifs de la variolisation, c'est que les personnes variolisées sont contagieuses. Et il y a eu des épidémies de variole qui ont été transmises par les patients, par les personnes variolisées. Donc le but, c'était d'infecter les troupes indépendantistes qui n'étaient pas variolisées. Et donc, on sait que ça a déclenché des épidémies de variole. De même qu'au siège de Québec, il y a eu le même système par le général Carleton qui a inoculé des civils et qui les a expulsés vers les troupes américaines dont on savait que les troupes américaines n'étaient pas variolisées. Et George Washington, qui lui-même était humain parce qu'il avait fait la variole à 18 ans, il avait survécu avec difficulté de la variole, eh bien, il a rendu obligatoire l'inoculation à toutes les troupes américaines à la suite de ça. Alors, il y a beaucoup d'autres histoires, mais en une heure, je ne peux pas tout vous raconter. Alors, la vaccine d'Edward Jenner, c'est une découverte, je dirais, magique, majeure. Enfin, on a, c'est, c'est un travail, ça paraît simple comme ça. Bon, le copox, c'est une maladie de la vache. Bon, il y a des gens qui avaient vu que quand on avait contracté euh, la, la vaccine, c'est-à-dire une maladie bénigne des treilleurs, eh bien, on était résistant à la variole. Mais il fallait encore le prouver. Il existait beaucoup d'autres maladies des treilleurs qui n'étaient pas dues au poxvirus, au smallpox virus, mais qui était ce qu'il a appelé la pseudo-variole, spurious variole, smallpox. Et donc, il a montré par des études, et il était médecin inoculateur, et il s'est aperçu d'abord qu'il y avait plein de gens qui avaient eu cette vaccine sur les mains, des treilleurs, et qui étaient totalement résistants à l'inoculation. On ne pouvait pas les inoculer. Et de plus, il avait toutes sortes de témoignages montrant que cette maladie semblait rendre résistant. Donc il a publié, il a colligé des résultats. Il a tenté de les publier, mais comme beaucoup de grandes découvertes, ça a été refusé par la Royal Society pour insuffisance de data. Il n'avait peut-être pas tort, il n'y avait pas encore beaucoup de patients. Finalement, il a publié 26 patients en montrant qu'il obtenait une parfaite résistance parce que son test, c'était un mois ou 2 mois après d'inoculer la variole par voie sous-cutanée et de regarder et voir qu'il ne se passait rien. Donc, la maladie, le copox, vous voyez en haut à droite, donne une maladie, la maladie des treilleurs, et cette maladie des treilleurs confère une immunité. Et donc là, il y a la première vaccination historique, 14 mai 1796. Le Jenner utilise le pus de pustules de copox pour inoculer James Phipps, c'est extrêmement connu. Au 1er juillet, il lui inocule la variole, aucune réaction. Le 17 septembre, il publie un livre à compte d'auteur, un livre qui va devenir un best-seller qui va se répandre dans toute l'Europe et même plus loin. Et ce livre explique comment se prémunir contre la variole sans tous les inconvénients de la variolisation. Et en 1798, il préconise la vaccination de bras à bras parce que le gros problème, c'est que les épidémies de copox dans le bétail étaient rares et inconstantes. Donc, si vous perdiez le levain vaccinal, on arrêtait la vaccination. Et donc, il fallait trouver un moyen de perpétuer le levain vaccinal de bonne qualité. Pour ça,
c'était la vaccination de bras à bras. Mais ça avait d'énormes inconvénients. Le plus gros inconvénient, dont on s'est aperçu dans les années 1840, c'est que cette vaccination de bras à bras pouvait transmettre des maladies. Transmettre la syphilis, transmettre l'érysipèle, transmettre l'hépatite B, notamment. Donc, c'était pas parfait. Cependant, les avantages étaient considérables en faveur de la vaccination. Euh, certes, l'inoculation très efficace, contagieux mais dangereux. Une fois sur 300, il y avait une variole mortelle à 30%. Et puis, la vaccination était efficace, non contagieuse, pas besoin d'isoler les patients. Et puis, elle était innocuitaire. C'est une innocuité relative en termes actuels, c'est-à-dire qu'il y avait un accident grave sur 100 000. C'est pas si mal que ça. Mais à l'époque, on pensait que c'était totalement... Alors, vous voyez la différence entre une variolisation et une vaccination. À gauche, vous avez à J9 la variolisation avec une énorme patate là sur le bras. Et à J11, vous voyez, c'est encore très, très inflammatoire. La vaccination entraînait des réactions beaucoup plus faibles et beaucoup mieux supportées. Moi, j'ai été vacciné 2 fois. Je peux vous dire, on a mal au bras. J'étais tout enfant. On avait mal au bras avec des gros ganglions pendant 4-5 jours. Hein. C'était assez douloureux, mais disons que c'était pas terrible. Alors, l'efficacité de la vaccination, j'aime montrer cette photo. À gauche et à droite, vous avez 2 enfants de la même classe. Ça se passe à Leicester en 1900, qui ont été en contact le même jour avec le même cas index. Et vous voyez, 14 jours plus tard ou 15 jours plus tard, voilà ce qui s'est passé. Il y a eu le vacciné et le non vacciné. Alors la vaccination a été le dernier pays à obligé à admettre la vaccination obligatoire, c'est la France, 1902. Et tous les autres pays, depuis un siècle, la plupart des autres pays, depuis le début du 19e siècle, avaient la vaccination obligatoire, en particulier l'Allemagne, ce qui a eu une incidence sur le succès de la guerre de 1870. Et vous voyez, et puis elle n'a été en fait mise en œuvre que 5 ou 6 ans plus tard par les décrets d'application en 1907. Alors, si l'inoculation, les populations étaient extrêmement résistantes, enfin réticentes, les médecins étaient contre, en gros, ils étaient contre. La vaccination, c'est tout à fait le contraire. C'était immédiatement accepté. On s'est arraché le livre de Jenner et on a vacciné en quelques 2-3 ans, il y avait déjà 100 ou 200 000 vaccinés en Angleterre et en France aussi, ça a été très bien accepté. Et vous voyez, les gens perçoivent le bénéfice-risque. Et là, cette photo de 1947, c'est à New York, il y a eu un cas de variole. Certes, un cas de variole hémorragique, mais un seul cas de variole, 2-3 cas secondaires, mais qui ont été arrêtés. Et vous voyez, la population, je crois qu'ils ont vacciné 5 ou 6 millions de personnes de la New York City à cette époque et on faisait la queue pendant des mois, des semaines, pardon, ou des heures pour pouvoir se faire vacciner. Alors, l'inoculation n'a eu aucune conséquence sur l'incidence de la variole. Comme vous voyez sur la partie gauche, c'est des données historiques qui viennent essentiellement du Royaume-Uni et parce qu'elle était peu utilisée et sans aucune... c'était surtout les aristocrates qui se faisaient varioliser, etc. Enfin, c'était une infime partie de la population. Mais la vaccination, vous voyez, a entraîné une chute drastique en Angleterre des cas de variole. C'est le nombre de cas de variole entre 1800 et 1840. Et ça, c'est une statistique aussi très intéressante. C'est toujours au Royaume-Uni, vous avez le nombre de cas de variole dans les registres paroissiaux, je ne sais plus comment, annuels, je ne sais plus comment on l'appelait, les Bills of Mortality, c'est ça. Et vous voyez, ça c'est le nombre de cas de variole. Et vous voyez, la vaccination est obligatoire pour les enfants en 1853, avant 2 ans. Vous voyez, ça disparaît. Il n'y a eu qu'une épidémie en 1870, c'était l'épidémie
qui correspondait à la guerre de 1870, où la variole a eu sa dernière bouffée épidémique dans l'ancien monde, si je puis dire, à cette époque. Alors, la première, il y a eu la découverte, maintenant c'est l'invention. C'est-à-dire qu'on ne découvre pas quelque chose, on ne dévoile pas quelque chose, mais on invente une façon de... Le gros problème, c'était les contaminations au cours de la vaccination de bras à bras. Et donc, les populations devenaient plus réticentes. Il y a eu des centaines de cas de syphilis transmises par l'inoculation à partir d'humains. Et Chambon et Lannoy ont ont copié un procédé qui a été utilisé depuis le début du 19e siècle par des médecins de Naples. Il est allé à Naples, Lannoy était à Naples et a ramené cette génisse. Et à partir de ça, ils ont développé un institut de la vaccine et ils ont exporté dans le monde entier la vaccine de la souche Beaugency et qui a permis euh, un, un, une percée incroyable. C'est-à-dire qu'on pouvait enfin envoyer la vaccine à l'autre bout du monde parce qu'on pouvait la produire de façon standard, dans des conditions parfaites, sans transmission interhumaine, et en rajoutant de la glycérine, en desséchant par lyophilisation, on pouvait obtenir la vaccine qui voyageait même dans les pays tropicaux, comme elle était lyophilisée, et qui permettait donc de vacciner en Inde, en Afrique noire, etc. Alors, après, l'ère de la vaccination fait disparaître pratiquement la variole à partir de 1870. Il n'y a plus d'épidémies très importantes, en dehors d'épidémies importées. Et là, il y a à partir de 1945, donc on n'a plus de variole aux États-Unis, on n'en a pratiquement plus en Amérique du Sud, sauf au Brésil, on n'en a pratiquement plus en France, pratiquement plus en Europe, ça a pratiquement disparu. On en a encore énormément en Inde, énormément en Chine et en Afrique, dans certaines régions d'Afrique. Pour ce qui concerne le vieux continent, eh bien, la dernière épidémie en France, c'est 1954. C'est à l'époque où j'ai été vacciné. C'est à Vannes et à Brest. C'est un militaire français qui revenait de Saïgon où il y avait une épidémie de variole. Et il a contaminé son bébé, si je puis dire, mais il n'avait pas la variole lui-même et il était vacciné. Mais on pense qu'il a ramené des linges, ce qu'on appelle dans notre jargon les fomites, et que c'est ça qui a contaminé le bébé, bon, qui s'en est sorti. Mais il y a quand même eu 98 cas, 20 morts, dont un médecin qui a fait une variole hémorragique, et on a vacciné 250 000 personnes à cette époque. Il y a eu une épidémie de la même façon importée, toujours d'Afghanistan ou d'Iran ou de la Mecque, etc. En 62, en 80, en 63, en 70 en Allemagne, en venant d'Afghanistan, et en 72, la dernière grande épidémie, c'est la dernière épidémie qu'on ait connue, en Yougoslavie, 175 cas et 35 décès qui provenaient d'un pèlerin musulman qui revenait de la Mecque en passant par l'Irak. Voilà. Alors, à l'orée de la campagne d'éradication, voilà la situation dans le monde. On a tout ce qui est en rouge, et en rouge très foncé, c'est là où il y a la variole majeure. Les pays en jaune, c'est la variole a disparu à partir de 1940. En vert, elle n'est plus là depuis 1932, etc. Elle n'a jamais été implantée en Australie, ni implantée en Suède de façon endémique, etc. Bon. Voilà la situation. Ça fait quand même des millions de morts hein, qui correspondaient à cela. En 1958, il y a une proposition soviétique qui est de Viktor Zhvadnov, qui propose un plan d'éradication. Il se base sur ce qu'a fait Staline entre 1900
1926 et 1936, ils ont fait un plan de vaccination obligatoire, on ne discute pas, tout le monde se fait vacciner, et ils ont fait disparaître la variole de Russie, enfin de l'Union soviétique. Et donc, vaccination de masse, ils proposent une vaccination de masse pour l'ensemble de la population du globe. Euh, Ça a été très discuté, il a fallu encore attendre 66 pour que le projet soit avalisé par les États-Unis et par l'Assemblée générale de l'OMS. Et le programme démarre sur une idée stratégique basée sur l'histoire, c'est-à-dire on fait de la vaccination de masse. Si on obtient 80% de la population vaccinée, la variole disparaîtra, le virus ne pourra plus circuler. Et en réalité, ça a été un échec total. Un échec total qui se comprend, parce qu'on vaccinait sur le terrain, c'était des équipes dans le monde entier qui vaccinaient sur le terrain, mais il y avait parfois des vaccins qui ne marchaient pas, il y a plein de gens qui échappaient, il y avait des fausses déclarations, etc. Et donc, à chaque fois qu'on croyait avoir maîtrisé, des épidémies réapparaissaient. Bon, c'est toute une histoire. Et le succès est venu de la vaccination en anneau de William Foguet. Alors, William Foguet, euh, je vais le faire bref. C'est un jeune médecin qui vient de Harvard, qui travaille pour le CDC. Ça va au point de vue? Ah, ben ça va. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Alors, William Foguet, il, il travaille pour l'OMS et pour le CDC, et il est dans un petit village du Nigeria. On lui demande d'aller vacciner. Il y a une région où il y a une épidémie qui démarre. On lui demande d'aller vacciner tous les gens. Il n'a pas le vaccin, il n'en a pas assez. Alors, il décide une chose très astucieuse. Il décide d'aller sur le terrain et de vacciner toutes les personnes contact avec la personne malade. Il fait la vaccination en anneau. Alors, et donc, en faisant cette vaccination en anneau, avec très peu de doses, il a arrêté l'épidémie dans 3 foyers différents. Et il vaccine donc tous les sujets contacts en formant un bouclier humain, en disant que quand dans un village, il y a une maison qui brûle, on n'arrose pas toutes les maisons, mais on s'occupe de la maison qui brûle. C'est les termes qu'il a utilisés. Et alors, en tenant compte du fait que dans la variole, il n'y a pas de porteurs sains, dans la variole, il n'y a pas de survivants résistants, tous les survivants, je veux dire, sont résistants, eh bien, on peut maîtriser la variole de cette façon. Et c'est ce qui a été fait à partir de 70-72. Ils ont changé complètement leur fusil d'épaule. On arrête la vaccination de masse. Les experts avaient dit, pour y arriver, il faudrait aller à 100%. Heureusement qu'on ne les a pas suivis. Et on a utilisé la technique de Fogueux, qui est devenu entre-temps le directeur du CDC d'Atlanta. Et alors, vous voyez, c'est le nombre de pays qui déclarent la variole, et ça chute à toute allure jusqu'en 77, les derniers cas en Somalie. Et puis ça, c'est de la variole mineure en Somalie. C'est le dernier cas humain spontané, 27 octobre 77. Et puis la petite Banu, qui était le dernier cas de variole majeure connu. Et voilà les 3 protagonistes qui ont permis l'éradication de la variole. Le 8 mai, ça a été déclaré, avec arrêt de la vaccination aux États-Unis en 72, en 84 pour la France et 85 pour l'ensemble des pays. Et donc, j'insiste sur le fait que c'est des innovations qui ont permis une bonne organisation qui a permis de faire disparaître cette variole. Alors, le virus. Il reste 13 minutes. Le virus. Alors, dès que l'ère pastorienne commence, on prend le microscope et on regarde qu'est-ce qu'il y a dans le levain qui va entraîner, dans le pus de variole ou dans le levain vaccinal qui va entraîner la maladie, la transmission. Eh bien, je crois que c'est un Anglais, John Brown Buist, voit dès 1887 des corpuscules intracytoplasmiques. Mais de là à dire que c'est les agents responsables. Et c'est un Italien, en 1905, qui démontre que ce sont des virus par des techniques classiques de filtration sur bougie de porcelaine, et il montre qu'il peut transmettre
à partir de cultures. Alors, c'était des cultures de cellules de cornée qu'il avait utilisées. Puis on arrive à purifier les inclusions et à montrer que les inclusions elles-mêmes, elles transmettent la maladie. Et on l'observe au microscope électronique Rouchka en 1938. Et ensuite, en 1990-92, il y a plusieurs papiers qui montrent la séquence complète du génome de smallpox. Alors, quand on a le génome, on s'aperçoit d'une chose importante, c'est qu'il existe toute une série de poxvirus, une grande famille qui atteint les oiseaux, les, les, euh, les, les insectes, etc., les invertébrés. Il y en a partout, ces virus. Et quand on prend les virus des vertébrés, eh bien, on s'aperçoit qu'il existe deux virus qui sont très proches du virus de la variole. Le Taterapox, qui est un virus qui est retrouvé chez la gerbille africaine, qui est un petit animal nocturne qui, qui, qui vit dans toute une bande, sur l'ensemble du continent africain, dans une zone au-dessus du Sahara, mais qui ne donne aucune maladie. Le virus est là et il ne donne aucune maladie. Et puis le camelpox, qui est un virus qu'on rencontre chez les camélidés, chez les chameaux et les dromadaires, et lui, il donne des maladies graves chez les chameaux, pouvant aller jusqu'à 40% de mortalité, avec pas mal de porteurs sains, mais la maladie peut être grave. Et donc, c'est les deux virus les plus proches. Donc, ils ont été soupçonnés à partir de ces séquences, et on a montré d'abord une origine assez récente, peut-être 1600, entre 1600 et 60 000 ans. Ça, c'est les premiers papiers, et après, on va affiner ça. Alors, on a commencé à l'archéobiologie à partir de dépouilles d'enfants qui sont morts de la variole. Il y a un petit garçon qui est mort à gauche, qui a été retrouvé à Vilnius, puis une autre enfant dans en Sibérie, ou je crois, ou en Tchéquie. Enfin, on a plusieurs données entre le XVIIe et le XIXe siècle. Alors, euh, on montre que ces virus contemporains sont apparus vers 1588 à 1645, qu'ils se sont diversifiés à la fin du XIXe siècle, probablement du fait de la pression de sélection liée à la vaccination. Ça a changé complètement le paysage. Et puis, on a montré que leur ancêtre commun, le virus de la variole, tel qu'il semble exister aujourd'hui, est apparu au IIIe siècle de notre ère, c'est-à-dire au moment de la peste antonine. Ça correspond à la peste antonine. Le virus ancestral pourrait être, on pense que le virus ancestral n'est pas le Taterapox, mais serait un virus Copox-like qui aurait donné trois virus, le virus smallpox, le virus Taterapox et le virus camelpox. Alors, il y a une découverte incroyable qui a été faite très récemment, donc c'est en 2020. Figurez-vous que on voudrait connaître l'origine de l'humanité. Et pour ça, il y a un grand projet qui a été mis en place. C'était à la suite des travaux sur le génome de l'homme de Néandertal, on a décidé de séquencer le DNA complet de 30 000 personnes. Et au bout de à peu près 2000 personnes, dans le génome complet actuellement c'est beaucoup plus, hein, on avait à l'époque 2000 personnes, eh bien, il y a des chercheurs qui ont pris le génome de 1867 humains, morts depuis 31 000 ans jusqu'à 150 ans. Ils ont la séquence complète, mais c'est des datas brutes. Personne ne les avait regardées. Ils regardent et ils trouvent dans 11 cas le virus de la variole. Et dans 4 cas, le virus entier est reconstitué. Ces individus, je l'ai mis après, voilà, ces individus étaient répartis, ils étaient répartis essentiellement, c'est des Vikings qui étaient entre la Russie, la Suède, la Norvège, etc. Donc on a la séquence complète
de 4 de ces virus et la séquence partielle de 11 virus. C'était une surprise. C'est une découverte purement in silico, comme on dit aujourd'hui. Alors, voilà l'arbre phylogénique qu'ils ont dressé, qui est extrêmement intéressant. Euh, donc, l'ancêtre, on ne sait pas, 6000 ans, peut-être plus, enfin, moins 1000 ans. Premièrement, ces data montrent que le virus de la variole existait avec certitude dès le 9e siècle. Il y a plus de 1000 ans, il existait chez des individus qui en sont morts probablement. Et en revanche, point important, les souches qu'on a reconstituées, les souches que j'ai appelées Vikings, c'est un schéma simplifié, ont disparu. Elles ont disparu probablement vers 1000, on ne sait pas exactement quand, mais on pense qu'elles ont, enfin, on ne les retrouve plus aujourd'hui, mais on retrouve des souches modernes qui sont leurs cousines germaines. Et puis, il y a la séquence du camelpox et du taterapox. Donc, les souches modernes se diversifient il y a 300 à 400 ans, avec apparition de souches de variola mineure, et 29 gènes sont inactivés par rapport aux souches de Vikings. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que c'est un virus qui, en perdant des gènes, devient beaucoup plus virulent. D'où l'idée que la variole des Vikings était une variole peut-être moins spécifique et moins grave que la variole qu'on a connue au XVIIIe siècle. Donc, apparaît l'idée que le virus de la variole, contrairement à ce qu'on croyait depuis très longtemps, maladie stéréotypée, etc., non, c'est un virus qui évolue énormément et qui peut évoluer vers une plus grande virulence en perdant certains de ses gènes, contrairement à beaucoup d'autres exemples viraux. Et donc, je pense que ces données ont véritablement ouvert beaucoup d'informations nouvelles. Alors, la théorie actuelle, c'est une théorie, hein. Les gerbilles, vous voyez là, leur champ de propagation jusque sur la corne de l'Afrique. Alors, on pense qu'il y a eu un changement climatique important qui a fait qu'on a importé des chameaux sur la corne de l'Afrique pour les élever. Et on avait des élevages de cerveaux de dizaines de milliers, c'est documenté historiquement, de dizaines de milliers de camélidés. Et ces camélidés ont été probablement contaminés par les gerbilles, de même que les humains. Vous voyez, ces élevages de dromadaires, parce que ces animaux sont très résistants à la sécheresse. Ils ont été exportés vers l'Égypte au 6e, 7e siècle, vers le Maghreb un peu plus tard, etc. Le virus smallpox provient donc d'un virus copox-like africain de faible virulence et à très large spectre. Il devait pouvoir contaminer de nombreuses vertébrés. Le virus en question serait l'ancêtre commun du taterapox, camelpox et smallpox, et il n'a plus proliféré qu'à partir du moment où les populations humaines ou animales étaient de 200 à 300 000 personnes ou individus. Alors, maintenant, je vous raconte, en terminant, une deuxième vision de l'histoire de la variole. L'histoire de la variole, je vous ai présenté au début, l'histoire à partir des données historiques. Maintenant, à partir des données génétiques, elle est presque pareille, elle corrobore. Mais la différence, c'est que l'origine, c'est la corne de l'Afrique, où finalement ce virus a disparu en 1977. Et donc, à partir de la corne de l'Afrique, le virus a pu aller vers l'Inde. Et là, il y avait des populations très importantes dans la vallée du Gange ou dans les grands fleuves. Et là, le virus, il y a plus de 200 000 habitants, il pouvait circuler. Et en circulant, il évolue, il devient un peu plus virulent, un peu moins, un peu plus spécifique, etc. Voilà donc l'histoire. Alors, la variole mineure, elle est apparue parce que c'était peut-être, alors on ne sait pas l'origine, mais est-ce que c'est la pression de sélection de la vaccination? On ne sait pas, mais c'est un virus qui a beaucoup plus de gènes, je veux dire, que le virus de la variole majeure. C'est un virus qui a 200 gènes, alors que la variole majeure a 170 gènes seulement. Alors la variole aujourd'hui, eh bien, elle existe dans des stocks. Elle représente une menace. Et je vous dirai quelques mots, puisqu'il me reste 2 minutes, sur le monkeypox.
sur le monkeypox. J'avais prévu d'arrêter là si j'avais dépassé. Alors, le monkeypox, ben, c'est un virus qui ressemble beaucoup, même s'il est un peu éloigné génétiquement, mais il ressemble beaucoup au virus de la variole. Il donne des éruptions exactement similaires chez les chimpanzés, chez toutes sortes de primates, mais ce ne sont pas les porteurs, ce n'est pas le réservoir. Deuxièmement, pour obtenir cette infection chez les primates expérimentalement, il faut l'injecter par voie veineuse, pas par voie aérienne, contrairement à la variole. Alors, le virus est proche du smallpox. Il est apparu en 1730 d'après la phylogénie. Il a divergé en trois clades, 1928, 1938, 1953. Il existe trois clades principaux. Et voilà la maladie qu'il donne. En fait, il donne une maladie proche de la variole mineure. C'est-à-dire que ces enfants ont une éruption qui va donner des pustules, qui va donner des cicatrices, etc. Mais ils n'ont pas les signes toxiques terribles de la variole. Au quatrième jour d'une variole, des signes cliniques d'une variole, après la fièvre, vous êtes au lit, vous ne pouvez plus bouger. Tandis que là, ils circulent et ils peuvent se contaminer entre eux, etc. Voilà l'éruption au quatrième jour. C'est des photos de l'OMS que je vous montre là. Alors, comment ça s'est passé le Mpox a été découvert en 1958 dans une animalerie au Danemark. Et on n'a d'abord connu que des épidémies africaines, des épisodes aussi chez les primates en captivité, puis parce qu'à l'époque, on importait énormément de primates pour fabriquer le vaccin contre la polio. En 1970, premier cas humain au Zaïre, non connu auparavant. C'était un enfant qui est finalement mort à l'hôpital, mais il n'est pas mort de ça, il est mort d'une surinfection par le virus de la variole, de la rougeole, je veux dire. Mais ce qui frappe d'abord, c'est que c'est peu contagieux. Il n'y a pas de grandes épidémies, très peu contagieux. Et puis, deuxièmement, euh, ça ne tue pas. La mortalité de 1 à 10%, c'est parce que ce sont des enfants malnutris, en mauvaise santé, etc. Mais là, j'ai presque fini. J'ai presque fini. Alors, 1996, donc premier cas humain au Zaïre en 1970. Puis il y a eu des petites épidémies de quelques dizaines de cas par-ci, par-là. En 96-97, on dénombre 400 cas au Zaïre. Hein, c'est pas énorme. En juin 2003, il y a une épidémie de façon surprenante hors d'Afrique. Cette épidémie, elle a lieu aux États-Unis. Comment est-ce possible qu'un virus strictement africain soit aux États-Unis? Oh ben, c'est assez simple. Euh, on importait, alors je ne sais pas si vous prenez l'avion pour les États-Unis, mais si vous amenez une pomme, vous êtes arrêté. ou, un verre, ou un litre de vin, vous êtes arrêté. Mais là, ils ont importé en 2003 des centaines d'animaux sauvages, des rats de Gambie, toute une série d'animaux qui ont contaminé la flore autochtone pour les revendre. Et parce qu'il y a, à l'époque, c'est plus permis maintenant, hein. Il y a un commerce de ces rats de Gambie et autres, c'est des pets, etc. Et les rats de Gambie étaient au contact d'un animal que je n'ai pas mis qui est le chien de prairie, un animal très sympa, qui est un américain. Et les enfants, tous les patients, il y a eu donc 88, 87, c'était presque tous des enfants qui jouaient avec ces animaux-là, qui présentaient parfois des signes cliniques, mais la plupart du temps pas de signes cliniques. Et donc, euh, alors, c'était la stupéfaction. 2003, c'est après 2001. Hein. Donc, on a dit, mais c'est une épidémie de variole. Ça ressemblait à la variole. Sauf qu'ils n'étaient pas en mauvais état. Il n'y a eu aucun mort, hein, heureusement. Et donc, on a confirmé que c'était un monkeypox, et pas le virus de la variole, et il n'y avait aucune transmission interhumaine qui a été trouvée. Puis il y a eu l'épidémie humaine de 2017-2018 et qui est devenue, à partir de 17-18, qui est devenue pandémique. Alors, en gros, et c'est mon avant-dernière diapositive, rassurez-vous, en gros, les enfants en Afrique et surtout dans l'Afrique centrale, au Congo, jouent avec des animaux, parfois on les mange même, hein, jouent avec des animaux, se contaminent. Donc on a énormément d'enfants contaminés en Afrique, c'est la majorité des malades.
Et puis, ils vont dans leurs milieux familiaux, ils transmettent la maladie, même si elle est très peu contagieuse, mais le pus, etc., peut transmettre. Et ensuite, s'ils vont à Kinshasa, là, ça va se transmettre de façon urbaine. Et puis, ça peut se transmettre, chose qui n'était jamais vue jusque-là, par voie sexuelle. Alors, on a eu ainsi une épidémie mondiale euh, qui, a, qui a été jusqu'à, je n'ai pas mis les chiffres, je l'ai peut-être mis après. Je ne les ai pas mis. Alors, je me souviens plus, mais c'est 90 000 ou 100 000 cas. Vous voyez, tous les pays du monde qui ont été, plus de 100 pays ont été contaminés. En bleu, c'est les foyers d'origine et 100 000, ça a été contaminé. Alors, en Afrique, c'est 70% d'enfants, mortalité assez élevée du fait de leur état physiologique. En Europe, c'est pratiquement essentiellement des hommes homosexuels et c'est une transmission par voie sexuelle qu'on n'avait jamais vue auparavant pour les monkeypox. Alors actuellement, on a encore une épidémie en 2024 et là, c'est un clone nouveau qui est apparu. Et j'ai montré cette diapo pour vous dire la flexibilité génétique, la plasticité génétique. Ces virus sont en train d'évoluer. Et je n'ai pas le temps de le développer, mais on a pas mal d'indications pour montrer que ce virus accumule des mutations. Alors on ne sait pas ce que ça va donner. J'espère que ça va s'arrêter là. On a quand même une arme absolue, c'est que la vaccination contre la variole, la vaccine, marche à 85% de protection. Donc c'est ça qui a permis d'arrêter l'épidémie contemporaine. Et je crois que c'est tout. Je vous remercie.